Alors bonjour, bienvenue pour cette 8e édition du Salon professionnel de Bordeaux. C'est un plaisir de vous rencontrer et pour certaines de vous retrouver. C'est parti pour 2 jours de conférences, de workshops, de tables rondes inspirantes, de rencontres avec les réseaux, les organismes, les entreprises de toute la région qui se sont mobilisés pour venir, elles et eux aussi, à votre rencontre et pouvoir créer des liens, établir des passerelles, répondre à vos questions, trouver des solutions et permettre à chacune d'avancer voilà, sur son chemin par rapport à ses besoins et à cette envie ou contrainte ou de rebondissement, de rebond surtout. Le rebondissement viendra après, et voilà, de transition professionnelle. Merci d'être venu dès ce matin pour la première conférence qui concerne la création d'entreprise. Nous sommes dans les parcours et nous avons des personnes qui sont venues, qui sont nos invités, les partenaires du salon, qui sont venus vous faire la présentation de ce qui existe, de comment ça fonctionne et qui pourront là aussi répondre à vos questions. Donc dans le fonctionnement, je vais leur donner la parole à tour de rôle et chacune va pouvoir vous présenter ce qu'elle propose. Je vous en prie, bonjour mesdames. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Le public est maintenant à vous. Nous allons donc démarrer ce parcours création d'entreprise avec Valérie Gagné-Sibilo de 60 000 rebonds. Et là, vous allez nous parler du droit à l'échec pour rebondir. Et vous êtes accompagnée de quelqu'un qui est accompagné par 60 000 rebonds. Je vous en prie. Merci. Bonjour à tous. Donc, on parlait de rebonds. Eh bien, on va débuter par 60 000 rebonds. Donc, 60 000 rebonds est une association qui est née à Bordeaux en 2012 et dont la vocation est d'accompagner les chefs d'entreprise qui ont connu la liquidation judiciaire à rebondir vers un nouveau projet professionnel. Et au-delà de l'accompagnement, 60 000 rebonds a une vocation plus large qui est de changer le regard sur l'échec, notamment sur l'échec entrepreneurial, qui est encore assez mal vu en France et mieux perçu de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, pour vous rappeler rapidement l'histoire, donc en 2012, son fondateur Philippe Rambaud était quelqu'un qui a travaillé dans des grands groupes, au sein de Danone notamment, pendant de nombreuses années, qui ensuite a monté sa structure et qui a très bien fonctionné pendant un certain nombre d'années. Et il a été confronté à un moment à la liquidation judiciaire. Et il s'est rendu compte à ce moment-là qu'il était très seul, que lors de la création, il y avait beaucoup de structures qui avaient pu l'accompagner, mais qu'au niveau de la liquidation, rien n'existait pour le chef d'entreprise. Et il s'est trouvé très isolé et il a décidé de monter cette structure, qui est une structure dont l'accompagnement est effectué par des bénévoles, donc sans frais pour le chef d'entreprise, pour l'aider justement à rebondir. Donc, alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler des 4D. On parle souvent des 4D, dépôt de bilan, dépression, dette, divorce. Alors, ce sont tous les chefs d'entreprise qui arrivent à nous n'arrivent pas avec tout ça, mais bien souvent, ils sont confrontés à ces choses-là et ils arrivent un peu KO. Et l'idée, c'est en arrivant à 60 000 rebonds, de les accompagner pour les aider à reprendre leur énergie et à redevenir chef d'entreprise ou autre chose, puisque le rebond, ça peut être de nouveau de l'entrepreneuriat, mais ça peut être aussi du salariat, l'important étant de rebondir. Alors, juste un mot sur l'accompagnement et ensuite je passerai la parole à Frédéric qui est accompagné et qui pourra vous donner un exemple précis de comment se passe notre accompagnement. L'accompagnement chez nous, il est à la fois individuel et collectif, c'est-à-dire qu'on fournit un coach et un parrain, donc un coach qui est certifié, qui va intervenir sur le pôle personnel du candidat, de l'entrepreneur, pour l'aider à reprendre confiance et à se remettre dans une position positive, faire le deuil de l'entreprise, etc. Et ensuite un parrain qui va l'accompagner sur le pôle professionnel, sur le projet professionnel, qu'il soit de nouveau de l'entrepreneuriat ou du salariat. Et à cela, on ajoute un accompagnement collectif pour que les chefs d'entreprise se rencontrent, qu'il y ait des temps de parole entre eux, en toute bienveillance, et des séances de co-développement et un certain nombre de choses. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail, je préfère donner la parole à Frédéric qui va donner un exemple de son accompagnement. Bonjour à toutes et à tous, je n'en vois pas beaucoup dans la salle. C'est un peu étrange de démarrer par l'échec aujourd'hui. Je suis désolée, mais c'est aussi pour vous montrer qu'on peut rebondir. Il y a 1 an, jour pour jour, pratiquement, je sortais du tribunal de commerce
où je venais d'acter en fait la liquidation d'entreprise dont j'étais présidente. Alors je pense que j'ai sauté sur la première pâtisserie pour me consoler, et puis je me suis sentie terriblement seule. Et au tribunal de commerce, heureusement, il y avait une petite affiche, 60 000 rebonds, avec un numéro de téléphone. Je l'ai prise en photo, en me disant on ne sait jamais. Et puis en fait, effectivement, 2 mois plus tard, j'ai appelé, et je suis tombée sur Valérie. J'ai appelé parce que je me sentais très mal. C'est une terrible blessure narcissique. Alors même si je pense qu'on a moins d'ego que ces messieurs, d'une façon générale, vous vous sentez vraiment nul, incapable. Vous dites qu'est-ce qui s'est passé, et puis vous vous sentez vraiment seul. J'avais 3 associés. Je cherche derrière, et puis ils ont disparu. J'avais des clients, des partenaires, enfin beaucoup de gens autour de moi. Et puis je me suis sentie toute seule. Alors comment j'en suis arrivée là? Moi j'ai travaillé pendant sur 2 trajectoires en fait. Donc j'ai travaillé sur des achats de matières premières. J'étais responsable d'achat chez Danone, où j'achetais des ingrédients pour fabriquer notamment des biscuits pendant pas mal de temps. Puis j'ai suivi une autre envie en fait sur les RH. J'ai monté un cabinet de coaching. J'ai fait beaucoup de très belles missions dans de très belles entreprises. Et puis, à 50 ans, ayant déménagé à Bordeaux, je me suis dit, t'as envie de faire quoi le reste de ta vie, quoi? Et du coup, j'ai travaillé avec un coach, et on verra qu'ils sont très, très, très utiles, ces gens-là, qui nous accompagnent, qui nous aident, qui nous guident, qui nous aident à réfléchir. J'ai travaillé avec un coach, et puis ce qui est ressorti, c'est que j'avais envie de monter une entreprise ou de reprendre une entreprise dans les fruits ou le chocolat, avec de l'opérationnel, une équipe, etc. Ça devait être en 2014, et c'est un peu mon étoile. Et en fait, je pense que c'est important, si on peut garder ça, cette étoile-là. Et puis sur ma route, alors je me suis retrouvée directrice d'une usine, et puis après, on m'a proposé de rejoindre un projet qui s'appelait Bordeaux Farm. C'était une station d'emballage de fruits et légumes, notamment d'asperges, avec des contrats producteurs, avec tout était bien, etc. Et puis je suis montée dans le train. Sauf que c'était pas mon projet, et puis sauf qu'on s'est planté, pour plein de bonnes raisons, ou de mauvaises raisons, 1 an plus tard. Voilà. Et donc, je me suis retrouvée effectivement chez 60 000 rebonds. Et puis, j'ai tout de suite rebondi, même avant, finalement, j'ai commencé mon rebond avant d'être dans la sauce, en me disant, je vais monter ma société de négoce de fruits et légumes. Et là, aujourd'hui, je vends aux professionnels de la restauration, et je source, en fait, puisque c'est mon métier d'origine, des bons produits frais, locaux, etc., pour tous ces professionnels-là. Et puis, vous avez en photo Nicolas Magie, qui est parti vers d'autres lieux aujourd'hui, mais avec des chefs étoilés, et qui adore ça. Alors, si je reviens à 60 000 rebonds, qu'est-ce que ça m'a aidé à faire? 60 000 rebonds, en fait, j'y suis donc depuis le mois d'avril. Et du coup, je pense que la première chose, c'est que ça vous aide à reprendre confiance. Ça vous aide à reprendre confiance. Alors, d'une part, parce que vous êtes avec des pairs, PAIRS, qui ont vécu la même chose que vous. Il y a beaucoup de femmes, malheureusement, aussi. Vous êtes accompagné par un coach qui, effectivement, va vous suivre et va vous aider à faire ce deuil, à entériner, va vous aider aussi à vous dire que vous êtes une personne bien solide et que vous avez le droit de rebondir et que vous avez le droit aussi de faire plein de belles choses. La deuxième chose, c'est que ça vous aide à réfléchir, à construire votre projet. Alors d'une part, parce qu'on a un parrain, qui est généralement un professionnel, qui lui-même a rebondi il y a quelque temps, et puis qui vous confronte sur les hypothèses, qui va vous aider à réfléchir, vous renvoyer sur d'autres assos. Donc il y a tout ce partage qui est vraiment important. Et puis il y a aussi des séances de co-développement. Moi j'en ai fait une il n'y a pas très longtemps, quand votre projet avance un petit peu, et c'est vraiment... l'intelligence collective, c'est vraiment quelque chose d'important et qui va vous porter dans ces cas-là. Troisièmement, vous vous nourrissez, parce que vous allez vous nourrir. Il y a des intervenants, il y a des experts, il y a des avocats, des experts comptables, etc., qui sont là autour de vous et qui vous aident vraiment à nourrir votre projet, à nourrir vos idées et à vous nourrir aussi. Il y a de la formation, et donc ça, c'est vraiment bien et positif également. Et il y a effectivement un appui technique, donc de certains experts, j'en vois qui sont dans la salle, qui assistent parfois à nos réunions, et ça nous aide aussi beaucoup, parce que on n'est plus les mauvais canards, les vilains petits canards de la société, et qu'on arrive effectivement à reconstruire quelque chose.
Est-ce qu'il y a, pour faire une ou deux questions techniques, est-ce que tout le monde peut y prétendre? Comment ça se passe? En fait, vous nous parliez très justement de la petite photo prise. À partir de là, c'est quoi? Il y a un numéro de téléphone, on appelle ou on prend rendez-vous? Alors, les gens s'adressent à nous, en effet. Nous, notre cible, ce sont les personnes qui ont été confrontées à la liquidation judiciaire et maximum dans les 2 ans passés, parce qu'on considère qu'on est là vraiment dans la phase de rebond. Après, le process, c'est que c'est un entretien téléphonique. Ensuite, on leur fait compléter un dossier pour connaître un petit peu plus leur situation, parce que là, c'est pas l'entreprise qu'on voit, c'est l'entrepreneur. Donc, quelle est sa situation? Quelles sont ses urgences? Certains sont totalement isolés, d'autres ont quand même des supports. Certains ont vraiment des urgences en même temps que l'entreprise. Ils n'ont plus la maison qui était sur le lieu de travail. Il y a vraiment plein de configurations. Donc, on essaie d'identifier des urgences. On leur fait compléter un petit dossier. On les reçoit ensuite en agrément, où sont présents un coach, un parrain et enfin différentes personnes, où là on discute vraiment, et pour expliquer aussi le projet de l'association, parce que l'accompagnement individuel, collectif, coach, parrain, c'est un process global et on ne peut pas venir pour prendre juste le coach ou juste le parrain, juste voilà. Par contre, c'est un accompagnement sans frais pour eux, qui est effectué par des bénévoles, et voilà. Et si ça leur correspond, bien évidemment, ils sont agréés. C'est quel rythme d'accompagnement et quelle moyenne en durée de... Alors l'accompagnement peut aller jusqu'à 2 ans. Parfois le rebond est plus rapide, mais parfois il faut bien les 2 ans. En ce qui concerne le coaching, c'est 7 séances d'1h30 de coaching. Et en ce qui concerne le parrainage, c'est vraiment à la carte, parce que l'accompagnement n'est pas le même pour quelqu'un qui repart sur de l'entrepreneuriat ou du salariat. Et puis parfois, certains aussi ont à trouver des solutions d'urgence, c'est-à-dire il faut bien faire bouillir la marmite et ils vont trouver un CDD ou une mission rapide pour pouvoir avoir un emploi, mais derrière ils ont un projet sur lequel on va travailler. Donc vraiment là, le parrainage, c'est à la carte. Et ensuite, nos accompagnements collectifs, les réunions sont mensuelles et avec un certain nombre d'ateliers thématiques réguliers. Le parrainage, c'est le choix d'une personne, c'est une rencontre entre 2 personnes, ou comment ça se passe, ou c'est par rapport à la typologie d'univers professionnel dans le... Alors, mais on a, disons que nous avons des bénévoles avec des compétences très variées, et nous avons des gens qui arrivent, qui viennent d'horizons très variés. Donc après, on essaie de faire un peu des mariages comme on peut, sachant que les binômes peuvent changer si nécessaire, mais on essaie de faire les choses au mieux en fonction des profils de chacun. Merci beaucoup Valérie. Merci Frédéric. Vous avez un stand ici, Valérie? Donc on peut vous retrouver pendant ces 2 jours et vous poser toutes les questions. Nous sommes là pendant les 2 jours sur le pôle création. Merci beaucoup. Claire Saffort, nous allons enchaîner ensemble. Vous êtes du Crédit Agricole d'Aquitaine et vous allez nous parler des clés pour parler à son banquier. Et effectivement, dans la création d'entreprise, ça peut être intéressant d'avoir les bonnes clés. Exactement. Merci beaucoup. Bonjour à toutes. Mon propos est de démystifier l'approche de tout créateur ou repreneur d'entreprise par rapport à son banquier. Alors l'idée, déjà, il faut avoir en tête qu'il y a un côté coaching, préparation d'entretien pour lequel il faut se préparer avant de démarcher tout financeur, quel qu'il soit. Alors il faut faire preuve d'enthousiasme, il faut que de manière générale, vous-même, vous soyez convaincu pour, in fine, être convaincante. La première des choses à faire, c'est savoir se présenter. Vous allez parler d'un projet, c'est certain, d'une activité, d'une envie de créer, avec une fibre entrepreneuriale qu'on va sentir très rapidement. Mais il faut d'abord savoir vous présenter-vous. Quel est votre parcours? Avez-vous une expérience dans le domaine dans lequel vous vous lancez ou pas? Si vous n'avez pas, comment déjà vous identifiez les limites de votre parcours et comment vous allez compenser en vous associant, en vous formant, voilà. Donc ce sont des choses, il faut faire cet exercice-là, d'identifier qui l'on est pour savoir au mieux se présenter et du coup montrer la corrélation entre son profil, son parcours et son projet. Donc analyser les points forts et les points à travailler et se donner des objectifs personnels. La vie de l'entrepreneur, c'est une vie où l'aspect professionnel est très lié à la vie privée. Il faut savoir le dire. Il n'y a pas de honte à dire qu'on a envie de gérer les 2 de front. Il y a parfois des difficultés à pouvoir tout gérer, c'est certain. En tous les cas, si votre objectif, c'est quitter une vie de salarié pour réussir à mener votre vie professionnelle en adéquation avec la vie privée, on l'entend. Le tout, c'est de dire très honnêtement quels sont vos objectifs. Du coup, une fois que vous avez fait le point, le focus sur vous, on enchaîne ensuite sur connaître son marché. L'idée, c'est savoir le secteur d'activité sur lequel vous vous lancez, quel est le marché, quels sont les concurrents, quels sont les clients identifiés, quelles sont les niches que vous voulez aller chercher, les fournisseurs avec qui vous travaillerez.
la zone de chalandise visée et l'évolution du produit. Est-ce que c'est une idée de création sur quelque chose de très innovant ou de très traditionnel? Tout peut s'entendre, le tout, c'est que vous l'ayez présenté et englobé dans la présentation globale du projet. Et ensuite, une fois que je maîtrise ma personnalité, ce que je suis, ce que je veux faire, que je sais sur quoi je veux me lancer, il faut apprendre à pitcher. Il faut apprendre à présenter son projet. Alors, quand on parle de pitch, on pense souvent aux startups, mais ce n'est pas réservé aux startups. J'ai une idée de création, il faut que je m'entraîne à le présenter à un tiers. Ça peut être un miroir pour commencer, mais ça peut être aussi des proches qui vont avoir un regard bienveillant pour vous dire ce qui ressort bien dans votre présentation ou ce sur quoi il faudrait insister. Alors maintenant, une fois qu'on a fait le point sur qui l'on est, qu'on a préparé son entretien, intéressons-nous à l'interlocuteur que vous allez avoir en face, à savoir le banquier. Alors le banquier, ça peut faire peur, ça peut paraître barbare, en fait, il n'en est rien. Une banque, c'est avant tout une entreprise qui va collecter des fonds et qui va en prêter. Donc il y a tout un tas de règles que l'on doit respecter quand l'on est banquier. Et notamment, lorsque l'on prête de l'argent, on doit s'assurer du respect de certains ratios. On ne peut pas prêter sans respecter certaines règles. Donc déjà, ayez en tête qu'on ne peut pas accompagner tous les projets. En revanche, quand on décide d'accompagner, déjà on le fait avec plaisir et on le fait en respectant un certain nombre de règles et des contraintes pour maîtriser l'accompagnement du porteur de projet. Du coup, on doit étudier le financement, on va s'intéresser à la viabilité économique d'un projet. Dès lors que vous vous lancez sur un projet dont vous allez vouloir vivre, nous, on doit s'intéresser au modèle économique que vous présentez et voir s'il est viable ou pas. En fonction, comme je l'évoquais tout à l'heure, on va identifier l'adéquation entre le profil du porteur de projet et son projet. Et enfin, on va s'assurer de la pertinence économique en fait, du plan de financement qui est proposé. Je schématise un peu, mais c'est pour vous montrer que tout ça, ça reste très méthodique, sachant que le point d'ancrage, c'est quand même l'échange que l'on a avec le porteur de projet, son ambition, son projet, là où il veut nous emmener. Du coup, une fois qu'on a fait ça, avec le volet expertise comptable le reprendra, mais on s'est présenté soi, on a identifié qui l'on a en face, on doit savoir proposer, écrire un plan de financement. C'est-à-dire que lorsque je me lance, je n'ai pas forcément besoin pour toutes les activités de financement. Pour autant, vous aurez quand même besoin d'avoir une trésorerie de départ. Quoi qu'il en soit, vous allez créer une structure, il y aura des frais, des charges. Il faut les anticiper. Même si vous n'investissez pas sur du matériel, sur de l'aménagement de local, il y a un minimum de frais quand on se lance qu'il faut anticiper. C'est le b.a.-ba, c'est le SMIC du plan de financement que vous devez imaginer. Au-delà de ça, il faut faire l'exercice de lister tous les besoins que vous aurez. Trésorerie, investissement dans du matériel, financer les premiers loyers, etc., etc. Donc la liste, j'appelle souvent ça la liste des courses. En tous les cas, il faut faire l'exercice de poser tous les financements qu'il aura à envisager. Et en face, je mets les ressources sur lesquelles je peux compter. Il y a les ressources dont je dispose de moi, mon apport personnel, les ressources que je vais aller chercher peut-être autour de moi, ça peut être des subventions, ça peut être de la love money, donc l'argent de proches, et les ressources que je vais chercher auprès du banquier que je sollicite. Ça peut être des ressources sur un prêt à 7 ans ou sur des durées plus courtes, tout dépend, ou des durées plus longues aussi, tout dépend de l'investissement que l'on entrevoit. En tous les cas, c'est quelque chose qui est très mécanique sur cet exercice-là. Je fais la liste des besoins que j'ai spontanément de prime abord, ce que j'aurai à plus long terme, et en face, c'est des ressources à mobiliser. Il faut absolument qu'il y ait l'équilibre entre mes besoins et mes ressources. Si, avant de me lancer, je n'ai pas cet équilibre-là, je sais d'office que les premiers mois seront compliqués parce que je manquerai de trésorerie. Donc l'exercice, il faut se poser, il faut le faire de manière sérieuse. Une fois que j'ai fait la liste de mes besoins, de mes ressources, sachez que dès lors que j'ai besoin de financement, les banques mobiliseront des organismes de garantie pour sécuriser un projet. Alors, dans la vie de l'entreprise, on ne sollicitera pas toujours des garanties sur les financements que vous ferez. En revanche, sur la phase cruciale qui est la création reprise d'entreprise, dans 99% des cas de financement, il y aura besoin d'un organisme de garantie. On a recours à des organismes qui permettent de limiter la prise de garantie personnelle du porteur de projet. On pense aussi à l'assurance du prêt et on pense aussi donc à l'engagement sur une durée. Alors sur un prêt professionnel, c'est pas comme sur un prêt habitat. Vous achetez un appartement, une maison, vous partez sur des prêts à 20 ans. Lorsque vous vous lancez sur la création d'entreprise, la durée moyenne du prêt, c'est 7 ans.
Pour autant, on peut faire sur des durées plus courtes en fonction du bien que vous achetez ou ce qu'il faut financer, ou sur des durées plus longues en fonction aussi du montant et du modèle économique que vous nous présenterez. Mais retenez cette idée de l'engagement sur 7 ans en moyenne. Oups, pardon. Du coup, une fois que j'ai bien maîtrisé, je me suis bien présentée, j'ai identifié l'interlocuteur. C'est un interlocuteur et pas un adversaire. C'est vraiment un interlocuteur futur partenaire que j'ai en face. J'ai posé un plan de financement. Là, je pourrais envisager de passer à la négociation. La négociation, c'est important. Dans la vie d'un entrepreneur, on négocie sur plein de... Il y aura plein de leviers sur lesquels vous négocierez. Avec votre banquier, spontanément, vous penserez au taux. Sauf que le taux, c'est un des éléments avec lequel sur lesquels vous pouvez négocier. Il faut intégrer aussi la notion de garantie. Il faut intégrer aussi les frais bancaires. Qui dit activité professionnelle dit à minima que vous aurez besoin d'un compte professionnel. Là aussi, vous devez regarder combien ça va vous coûter, l'anticiper par rapport au prévisionnel et aux frais générés sur votre activité. Vous pourrez négocier sur l'assurance, les conditions différentes de financement. On peut amortir un prêt en mensuel, en annuel. On peut envisager un différé d'amortissement. Donc vous voyez, tous ces points-là sont vraiment à poser et il faut échanger avec votre banquier là-dessus et négocier éventuellement pour obtenir un accompagnement le plus pertinent, le plus précis possible par rapport à votre projet. Et du coup, ce qui est important de dire, c'est que la création ou reprise d'entreprise, c'est un moment clé dans la vie d'un entrepreneur, c'est évident. Pour autant, par rapport à ce que vous évoquiez tout à l'heure, mesdames, c'est un point fort, mais il faut entretenir la relation avec le banquier tout au long de la vie d'entreprise. Parce qu'une entreprise, la vie d'entreprise, c'est comme la vie en général, c'est fait d'aléas. Le tout pour préserver au mieux et essayer de garder la main tout au long de la vie d'entreprise, il faut échanger avec son banquier. Gardez vraiment ça en tête. C'est un partenaire qui va pouvoir vous accompagner par rapport aux aléas d'entreprise sous réserve qu'on ait anticipé. Quand le banquier met devant le fait accompli parce qu'il y a un trou dans la trésorerie, c'est beaucoup plus compliqué pour lui pour trouver une solution pour redresser la barre derrière. Il faut pas avoir honte de dire, lorsque vous sentez qu'il va y avoir des tensions, il faut les anticiper, il faut en parler. Ensemble, on peut trouver des solutions. Quand on est mis devant le fait accompli, c'est beaucoup plus dur. Donc, gardez ça en tête. La création reprise, c'est un point clé, c'est le point névralgique de la vie de l'entreprise, mais ce n'est pas le seul. Tout ce qui est développement, ça s'accompagne. Tout ce qui est transmission, in fine, ça aussi, ça s'accompagne de manière... on sait très bien le faire du moment qu'on a pu anticiper les choses et vous préparer au mieux pour passer ces phases-là. Donc les mots-clés, c'est l'anticipation, c'est le dialogue, et c'est des rencontres régulières, en face à face, par mail, par téléphone, par SMS, en tous les cas, du contact régulier avec son interlocuteur banquier. Et pour terminer, moi j'aime bien avoir en tête 6 règles d'or pour convaincre son banquier. Donc c'est connais-toi toi-même, c'est sûr, vous l'avez bien compris. Je fais un effort pour m'identifier moi, pour savoir l'image que je renvoie, comment je présente mon projet pour convaincre tout le monde, mettre des étoiles dans les yeux à tout le monde. On ne fait bien que ce que l'on ne connaît bien. Le marché a toujours raison. Pour réussir, il faut viser haut. N'ayez pas peur d'être ambitieuse. Ça donne confiance, enfin, ça inspire ce que vous avez en face. Pour réussir, donc, il faut viser haut, j'insiste bien. Pour décider mon banquier, je dois être convaincant. Et l'homme et la femme, seuls et bien mal accompagnés. On a vraiment besoin, en phase de création et de reprise, d'être intégrés dans l'écosystème de l'entrepreneuriat. Je lisais ce matin qu'une entreprise, le taux de pérennité des entreprises passe à 70-80% dès lors que le porteur de projet est accompagné. Or, aujourd'hui, il y a quand même 20% des créateurs qui se lancent sans être accompagnés. C'est une aberration. Vous mettez toutes les chances de votre côté en jouant avec tous les partenaires de l'écosystème de l'entrepreneuriat et de la création. C'est une chance. On a un territoire sur le secteur en Gironde notamment qui est vraiment bien structuré pour tout ce qui est accompagnement. Il ne faut pas hésiter à solliciter les partenaires, notamment les experts comptables. Claire, je vais juste vous merci beaucoup. Ce qu'on voit très très bien avec voilà votre témoignage et vos explications de ce matin, c'est que derrière les mots banque, argent, finance, en fait, c'est très humain. Et que finalement, trouver et identifier le banquier qui va lui aussi nous accompagner, c'est une rencontre. Et que ce qui est peut-être important quand on se lance dans la création d'entreprise, c'est même si on a déjà son compte personnel dans une banque et qu'on est peut-être chez eux depuis 20 ou 30 ans, c'est de se dire c'est 2 choses différentes. Il y a ma vie personnelle et ce qui est déjà établi avec cette banque-là et ce conseiller ou cette conseillère-là. Et puis, il y a maintenant la création d'entreprise. Dans ce
ce que je vois, c'est ne pas hésiter à peut-être aller faire différentes rencontres, à aller présenter son projet à au sein de plusieurs banques, pour voir ce qui va peut-être le plus matcher avec non seulement une banque et la connaissance par la banque de l'univers dans lequel on veut monter son entreprise, et si la banque est aussi concernée par l'entrepreneuriat, et puis après la rencontre humaine avec la personne qui va incarner la banque et qui fera notre accompagnement finalement. Complètement. Accompagner la création reprise, c'est passionnant pour un banquier. Ensuite, on va s'intéresser, ça va matcher, comme vous dites, en fonction aussi de l'intérêt. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il faut savoir présenter son projet, en face de vous, vous allez avoir des personnes plus ou moins appétentes au type de projet dans lequel vous vous lancez. Donc, en fonction de l'intérêt que va susciter votre projet dans le regard de l'interlocuteur en face, en l'occurrence le banquier, c'est sûr que c'est tout ça, c'est une question de rencontre. Vraiment, de rencontre, de relation, avec l'envie vraiment que je pense fortement ancrée d'accompagner l'entrepreneuriat. C'est vraiment une aventure incroyable. Et le banquier peut être un partenaire. Voilà, c'est une relation humaine du partenariat au service de la création de votre activité. Voilà. Merci beaucoup Claire. On peut vous retrouver aussi tout au long des 2 jours. Oui, tout à fait, au pôle création. D'accord, merci. Célia Pétrissan. Alors, vous allez nous parler du statut juridique à choisir pour sa création d'entreprise. Vous représentez PMC Expertise Comptable. Oui. Et effectivement, ce sont les questions que l'on se pose immédiatement en général quand on a envie. Peut-être vous allez nous parler aussi de à quel stade il est intéressant de se poser en réalité ces questions. Mais je vous en prie, la salle est à vous. Bonjour à toutes. Donc, je me présente Célia Pétrissan. Je suis expert comptable. Je suis la gérante du cabinet PMC Expertise Comptable. Donc, on est un cabinet de proximité. On accompagne les porteurs de projets, notamment dans la phase création d'entreprise, sur l'aide au choix du statut juridique, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, sur la réalisation d'un business plan, lorsque vous avez besoin de financement bancaire notamment. Et après, on vous accompagne tout au long de votre vie d'entrepreneur en tant que conseil. Moi, j'ai également sauté le pas de la création d'entreprise il y a un peu plus de 2 ans aujourd'hui. Donc voilà, donc c'est quelque chose. Là, c'est votre cabinet. Voilà, c'est ça, exactement. Donc moi également, je me suis lancée à mon compte. Voilà, il y a un peu plus de 2 ans. Et donc vous le verrez, c'est une aventure enrichissante, passionnante. Donc voilà, je vais vous présenter les différents statuts d'entreprise. Alors, pourquoi cette intervention? En fait, c'est une étape qui est vraiment décisive dans la réussite de votre projet. C'est une étape sur laquelle vous devez réellement vous poser, prendre le temps de réfléchir en fonction de votre projet, en fonction de vos caractéristiques personnelles. Quel est votre projet? Est-ce que vous avez besoin de financement? Est-ce que vous vous lancez seul ou à plusieurs? Est-ce que vous avez un patrimoine personnel à protéger? L'ensemble de ces éléments va vous permettre de vous décider au niveau de votre statut juridique. Donc c'est très important puisque le statut juridique va avoir un impact financier, notamment sur la rentabilité de votre projet. Si vous partez sur un mauvais statut, ça peut être coûteux, vous allez perdre du temps. Donc c'est vraiment très très important de réfléchir à cette phase en amont de la création d'entreprise, bien sûr. Donc on va différencier 2 catégories de statuts, les entreprises individuelles et les sociétés. Alors les entreprises individuelles, de manière très simple, c'est en fait exercer une activité en nom propre, sans créer d'entité juridique spécialisée, enfin distincte de votre personne physique, pour exercer votre activité. Donc au niveau des entreprises individuelles, 2 possibilités. Vous avez le régime de la micro-entreprise, autrefois appelé l'auto-entreprise, qui est un régime forfaitaire simplifié, on va le voir un peu plus en détail. Et vous avez l'entreprise individuelle au réel, où dans ce cas-là, vous allez déduire au réel vos charges. Ensuite, au niveau des sociétés, je vais vous présenter brièvement les principales structures juridiques. Donc, vous avez la SARL, avec sa forme unipersonnelle, l'EURL. Donc, l'EURL, c'est une société c'est une SARL pour une personne seule. Et ensuite, vous avez la SAS avec la SASU, qui est sa forme unipersonnelle, lorsque vous vous lancez en SAS en étant seul. Alors, au niveau de la micro-entreprise, le principal avantage, c'est effectivement la simplicité de ce régime. Les démarches de création et de cessation d'entreprise sont réellement très simples. Pour vous immatriculer, vous allez sur le site officiel de l'auto-entreprise en ligne et vous allez pouvoir vous immatriculer en quelques clics. Le suivi comptable et administratif est simplifié, c'est-à-dire que vous n'avez pas de comptabilité à tenir. Vos seules obligations seront de déclarer le chiffre d'affaires encaissé,
soit mensuellement, soit trimestriellement. C'est un régime forfaitaire car en fait les cotisations sociales sont calculées en fonction d'un pourcentage de votre chiffre d'affaires. Donc ce pourcentage va différer en fonction de la nature de votre activité. Si vous faites de la prestation de service, ce sera 22% de cotisation sociale sur votre chiffre d'affaires. Si vous faites de l'achat-revente, ça sera 12,8 à peu près. Donc au niveau des entreprises individuelles, on parle de responsabilité illimitée du dirigeant, que ce soit en micro-entreprise ou au régime réel. C'est-à-dire qu'en tant que dirigeant, vous êtes responsable personnellement des dettes que vous pourriez contracter dans le cadre de votre activité professionnelle. Ce qui ne sera pas le cas en entreprise, on va revenir un peu plus tard sur ce point, à l'exception de certains prêts bancaires où on peut vous demander effectivement une caution personnelle, des engagements financiers, enfin de vous porter caution personnelle. Ce qui signifie, excusez-moi, si on est marié sous le régime de la communauté de biens, Oui. ça veut dire que ça concerne le patrimoine du couple Exactement. et pas seulement de la personne qui a monté son entreprise en fait. C'est Exactement. vraiment un élément à prendre en compte. Exactement, ça concerne le couple, donc c'est vraiment un point très important. Et c'est pour ça que je vous disais, il faut vraiment réfléchir sur cela avant de vous lancer. Au niveau du régime fiscal, donc vous commencez sur le principe de la régime du franchise en base de TVA, c'est-à-dire vous commencez simplement sans TVA, vous ne déduisez pas de la TVA sur vos achats et vous ne collectez pas de la TVA sur vos ventes. Alors attention, parce que le régime, effectivement, les seuils de la micro-entreprise ont été doublés, mais pas les seuils au niveau de la TVA. Ça, c'est un point important parce qu'en fait, on s'en rend compte, on voit certains clients qui s'en rendent compte a posteriori. Au-delà de 33 000 euros, de 35 000 euros de chiffre d'affaires, si vous faites de la prestation de service, vous devenez redevable de la TVA tout en restant possiblement sous le statut de la micro-entreprise. Donc, c'est un régime un petit peu hybride. Voilà, régime social, effectivement, forfaitaire en pourcentage du chiffre d'affaires. Donc, au niveau des principaux avantages et inconvénients de ce régime, le principal avantage, c'est sa simplicité pour commencer une activité, effectivement. Par contre, vous ne protégez pas votre patrimoine personnel. À noter que si vous avez peu de charges, ça peut être un statut idéal pour commencer. Par contre, il faut vraiment étudier ce statut si vous faites de l'achat-revente. C'est-à-dire que vous allez être imposé sur votre chiffre d'affaires réalisé, vous ne déduirez pas vos charges. Donc ça ne sera pas forcément le statut à privilégier si vous avez des investissements à réaliser et si vous avez des charges qui sont significatives. À noter également un autre point important, si vous êtes bénéficiaire de Pôle emploi, ce ne sera pas forcément un statut qui vous permettra d'optimiser vos droits Pôle emploi. Je m'explique, c'est-à-dire qu'en bénéficiant de Pôle emploi, vous avez une option pour maintenir vos droits Pôle emploi tant que vous n'avez pas de rémunération. Sauf qu'en micro-entreprise, en fait, votre rémunération, c'est votre chiffre d'affaires. Donc, vous devrez déclarer tous les mois ou tous les trimestres le chiffre d'affaires que vous avez réalisé à Pôle emploi. Et en fonction de ce montant, Pôle emploi vous maintiendra ou pas votre allocation Pôle emploi. Ce qui n'est pas le cas en société, parce qu'en société, la rémunération est quelque chose, c'est un choix de gestion, c'est choisi. Donc, vous pouvez tout à fait avoir de l'activité et choisir de ne pas vous rémunérer pendant le temps de votre allocation Pôle emploi, ce qui vous permet de maintenir vos droits pendant 2 ans, si vous disposez de 2 ans d'allocation Pôle emploi. Alors, au niveau de l'entreprise individuelle au réel, ça peut être une option effectivement quand vous avez des charges qui sont significatives. L'avantage, ça va être de pouvoir déduire vos charges, et en termes de résultats, vous allez être imposé donc sur votre résultat annuel. Donc très simplement, le résultat annuel, ce sera la différence entre votre chiffre d'affaires et vos charges. On arrive à un résultat, ce résultat y rentre dans votre barème progressif à l'impôt sur le revenu chaque année. La totalité du résultat, en fait, c'est ce qui est imposé chaque année au niveau de votre impôt sur le revenu au barème progressif. Ce résultat également sert de base aux cotisations sociales. Donc voilà, on est sur un régime réel, effectivement, on recalcule votre résultat au réel. Donc, l'entreprise individuelle au réel, à la différence de la micro-entreprise, n'a pas de plafond, donc vous pouvez rester sous ce régime de manière plus stable. Par contre, effectivement, on va dire que vous ne pourrez pas optimiser votre résultat, ou en tout cas votre rémunération chaque année. C'est-à-dire que chaque année, on prend le résultat que vous avez réalisé au sein de votre entreprise individuelle, qui remonte au barème progressif de l'impôt sur le revenu.
Sachant que le barème est progressif, au-delà d'un certain niveau de résultat annuel, ça ne va pas forcément être le statut le plus adapté. À la différence d'une société où la rémunération étant un élément choisi, sur un résultat avant rémunération, vous pouvez choisir de prendre seulement une part du résultat annuel et de laisser en report sur les exercices suivants l'excédent de résultat pour lisser vos rémunérations d'une année sur l'autre. Pardon, juste celle dont on vient de parler, ça concerne en général plutôt quel type de métier? Alors, ça peut concerner tous les métiers, mais effectivement, quand on a des perspectives de développement qui risquent d'être importantes, ce ne sera pas le statut le plus adapté. Parce que si on ne contient pas le résultat annuellement, au niveau de la fiscalité, le barème progressif de l'impôt sur le revenu, ça fait extrêmement mal. Donc, nous, on voit des situations, effectivement, où dans un premier temps, on s'est lancé au niveau de l'entreprise individuelle ou réelle, parce que c'était plus simple. Mais par contre, en termes de développement de l'activité, là, ce ne sera plus un statut adapté. Il faudra basculer en société, et le passage en société est plus compliqué dans ces cas-là. Ça entraîne des coûts, il faut calculer un fonds de commerce, faire un apport à une société, donc là, c'est plus contraignant et plus coûteux. Mais ça peut concerner tout type de projet, a priori. Alors au niveau des sociétés, donc la principale différence, ça va être le niveau de responsabilité en tant que dirigeant d'entreprise. Donc votre responsabilité sera limitée au montant de vos apports au capital de la société. C'est-à-dire qu'au démarrage de la société, vous allez doter votre société d'un capital social. Admettons, vous mettez 1 000 € de capital social. Donc en cas de dette contractée au niveau de votre société, on ne pourra pas venir vous chercher au-delà de ce capital mis au départ. Sauf cas exceptionnel de faute de gestion, ou sauf si vous avez donné des cautions personnelles dans le cadre de financement bancaire. Donc ça, c'est un élément important pour la protection de votre patrimoine personnel. Ensuite, donc sans rentrer dans les détails, mais les sociétés vont relever de l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire que les sociétés vont être fiscalisées si elles font des bénéfices, on prend le chiffre d'affaires, on retranche les charges, y compris la rémunération du dirigeant, qui est une charge déductible en société, et les charges sociales. On arrive à un résultat. Ce résultat, il est fiscalisé à hauteur de 15%, jusqu'à à peu près 38 000 € de résultat. La partie excédentaire est imposée à 28%. Donc ça sera le cas à la fois en SARL et à la fois en SAS. Ça, il n'y a aucun changement au niveau fiscal. Aucune différence en termes de contraintes comptables également, en SARL et en SAS. C'est la même chose. Par contre, effectivement, le point important et ce qui va différencier ces deux types de structures, ce sera le statut social du dirigeant d'entreprise. C'est-à-dire qu'en SAS, si vous êtes gérant majoritaire, vous allez relever du RSI. Alors, aujourd'hui, le RSI a changé de nom, effectivement, c'est la sécurité sociale des indépendants, mais vous êtes ce qu'on appelle un travailleur non salarié. Donc, à ce titre, vous allez payer des cotisations sociales sur la rémunération que vous prenez. En termes de cotisation sociale, alors ça peut paraître beaucoup, c'est à peu près 50%, mais c'est assez faible par rapport à l'autre statut qui est la SAS. C'est-à-dire que, de manière très simple, si vous prenez 1 000 € de rémunération nette, il faudra compter en complément 500 € de charges sociales. Donc 1 500 € chargés pour 1 000 € de rémunération nette. Voilà, 50% de cotisation sociale. Donc ce régime a longtemps été décrié parce qu'il y a eu effectivement quelques problèmes de mise en place d'appels de cotisation sociale, mais de manière générale, ces problèmes ont quand même grandement été résolus. Il fonctionne sur un régime d'acompte en cours d'année, parce qu'on ne connaît pas votre rémunération définitive au fil de l'eau, à la différence d'un salarié classique. Donc vous êtes appelé sur des bases forfaitaires en début d'activité. Et en N+1, lorsqu'on connaît votre rémunération définitive de l'année précédente, on vous régularise les cotisations sociales. Soit vous avez assez payé de cotisations sociales et vous avez une régule qui est proche de 0, soit vous n'avez pas assez payé de cotisations sociales, on vous appelle le complément. Donc nous, ce qu'on conseille à nos clients pour ne pas avoir de surprise et de décalage en termes de trésorerie, lorsque vous prenez une rémunération, vous mettez 50% de côté sur un compte bancaire secondaire, par exemple, ça évite d'avoir des surprises. Parce qu'en fait, vous pouvez avoir des surprises, c'est-à-dire des régularisations d'une année sur l'autre, lorsque votre rémunération a augmenté de manière significative. Mais si vous êtes prévoyant, vous mettez la moitié de côté lorsque vous prenez une rémunération, sur ce régime-là, vous n'aurez pas de surprise.
Donc, au niveau des principaux avantages par rapport à l'entreprise individuelle, donc voilà, on est plutôt sur une société avec une responsabilité, effectivement. Le taux de charge sociale est relativement faible, on va le voir par rapport à la SAS. Et ça, c'est un statut effectivement qui est assez pérenne dans le temps. Le statut de la SARL, c'est pareil, si on est marié, en fait, le conjoint, en fait, fait partie directement du... Et sinon, on peut demander à ce qu'il ne fasse pas... Oui. Parce que c'est vraiment des statuts qui sont à la base imposés dans la SARL, contrairement à la SASU ou la SAS, où on les fait. Et c'est vrai qu'il faut se poser aussi la question, Exactement. en cas de mariage et de... C'est ça. de ce que l'on veut et de la position de son conjoint aussi par rapport à ça. Exactement, c'est une question que l'on se pose lors de l'immatriculation de la société. On regarde votre situation personnelle, soit vous êtes marié sous le régime de la communauté, on peut choisir de ne pas faire rentrer votre mari dans la société. Par contre, effectivement, il aura toujours droit à 50% effectivement de la valorisation de la société en cas de divorce. Si vous êtes sous un régime de séparation, dans ce cas-là, il y a bien une séparation qui est effectuée, il n'y a pas de souci par la suite. Mais ça, c'est vraiment un élément à prendre en compte lors de la phase de création d'entreprise. Exactement. Alors maintenant, pour vous présenter brièvement voilà, les SAS, donc au niveau de l'aspect social, ce qui change par rapport à la SARL, ce sera donc votre statut en tant que dirigeant d'entreprise. Vous serez président d'une SAS. Et ce que cela implique, c'est que vous êtes un assimilé salarié. C'est-à-dire que vous êtes comme un salarié classique lorsque vous vous rémunérez. On vous fait un bulletin de salaire. Vous cotisez au régime général comme un salarié classique, à l'exception de Pôle emploi, ce qui implique des cotisations sociales plus élevées qu'en SARL. Si vous prenez 1 000 € de rémunération nette sous ce statut-là, il faut prévoir 800 € de charges en complément, donc à peu près 1 800 € chargés en coût pour l'entreprise. Par rapport à la SARL, on était à peu près à 50% de charges sociales. Donc ce statut est plus coûteux. En conséquence, vous avez quand même une meilleure couverture sociale. Donc ça, faut le signaler effectivement. Vous avez une meilleure couverture sociale pour la retraite, etc. À noter qu'en SARL, vous avez moins de couverture sociale, mais vous pouvez toujours prendre des contrats qui sont complémentaires, des contrats dits contrats Madelin, pour améliorer votre protection sociale. Ça, c'est possible également. Mais donc voilà, sur ce statut-là, en termes en tout cas de rémunération déclarée et prise, on est à 80% de charges sociales. Donc ça, c'est vraiment un élément qu'il faut avoir en tête. Après, vous avez des possibilités de rémunération via des distributions de dividendes. Distribution de dividendes, c'est en fait à la fin de l'année, si la société a réalisé des bénéfices, une fois que vous avez payé votre impôt sur les sociétés, le résultat est potentiellement distribuable. Vous pouvez vous verser ces dividendes et au niveau de la fiscalité, on est sur aujourd'hui un prélèvement à la source de 30% qui comprend l'impôt sur le revenu. Donc avec une fiscalité plus faible. Donc voilà, après ça c'est un choix qu'on effectue tout au long de l'année. Souvent sous ce type de société, la stratégie c'est plutôt de se prendre un minimum de rémunération pour avoir une couverture sociale et le complément en fin d'année en dividendes. Alors pour conclure sur ces différents types de statuts, alors j'avais indiqué attention au seuil de 20% de charges sociales par rapport à son chiffre d'affaires. En fait, si vous vous lancez en micro-entreprise, il faut effectivement regarder, vérifier que vous ayez très peu de charges car vous ne pourrez pas les déduire. Si vous avez des charges qui sont significatives, il faut faire une étude pour savoir si ce statut sera le statut qui sera réellement optimal. À savoir, est-ce que votre rémunération finale disponible est supérieure en micro-entreprise et le comparer avec une simulation en société pour voir quel statut sera le plus adapté dans votre cas. Et voilà, en fait, il n'y a pas de statut mieux qu'un autre. Il y a simplement un statut qui est plus ou moins bien adapté à votre situation personnelle. Donc, c'était plutôt notre propos d'aujourd'hui. Moi, je vous recommande de vous faire accompagner. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs liés à la création d'entreprises. Banquiers, pépinières, associations d'accompagnement, experts comptables également. On reçoit sur nos premiers rendez-vous gratuitement, on peut vous proposer des simulations et l'idée c'est vraiment de prendre votre temps au niveau de la phase de création d'entreprise pour vous renseigner sur les différents statuts qui peuvent exister, vérifier quel sera le statut le plus adapté à votre situation personnelle avant de vous lancer, car tout changement est possible par la suite mais coûteux. Donc voilà, il faut avoir ça en tête. Donc c'est pour ça, mon conseil, prenez votre temps avant de vous lancer, réfléchissez bien aux choses avant de partir sur votre projet, listez bien vos différents postes de charge pour qu'on puisse après vérifier quel statut sera le plus adapté à votre situation personnelle.
Célia, vous venez d'évoquer les coûts. Claire nous a parlé également de ce qu'il fallait anticiper et prévoir quand on veut créer son entreprise. Concrètement, quand on veut rédiger des statuts, ou en tout cas les confier pour leur rédaction, combien ça coûte en moyenne? Parce que quand on prépare son business model, son business plan, et qu'on ne connaît pas tout ça, c'est compliqué aussi d'avoir une idée, et on peut rencontrer plein là aussi, faire la rencontre de différents cabinets d'expertise comptable et tout, mais on ne sait pas trop comment se situer. La moyenne, c'est quoi pour rédiger des statuts? Alors, alors après, voilà, ça va dépendre effectivement des difficultés liées à la rédaction de vos statuts, c'est-à-dire que si vous demandez des choses qui sont spécifiques, un pacte d'actionnaires notamment, si vous vous associez avec d'autres partenaires, les choses peuvent être plus complexes. On va dire sur une constitution qui est assez simple, il faut compter à peu près 1 000 euros pour l'immatriculation de votre société, entre la rédaction des statuts, les frais légaux, frais de greffe, publicité légale, etc. Voilà. Après, ça a étudié au cas par cas, mais et à négocier. Exactement. Et alors, juste également, si on choisit de se mettre en société, en se disant ça va peut-être me coûter plus cher, mais je vais aussi déléguer toute la partie comptabilité, ou combien ça coûte en moyenne de se faire accompagner annuellement ou mensuellement à partir de là? Alors là, même chose, c'est un petit peu difficile de vous répondre. Chaque cas est spécifique. Nous, en fait, quand vous venez nous voir sur un premier rendez-vous, on prend les informations, on essaye de faire une estimation pour proposer justement un forfait. On vous propose un forfait à l'avance pour pas qu'il y ait de surprise au niveau du coût de la mission comptable. Ce forfait va varier en fonction de votre activité, du volume de factures que vous allez avoir. Là, c'est pour ça que c'est vraiment difficile de donner quand on démarre, estimation de quel est tarifs. le seuil où on peut se dire non, là c'est quand même peut-être pas vraiment fiable, ou quel peut être le repère pour se dire là il n'y a pas une fourchette moyenne quand même d'un accompagnement à peu près standard sur du démarrage? Alors en général, on peut vous proposer un forfait de début d'activité, mais la même chose, c'est plutôt l'idée peut-être aller comparer les différents acteurs. Allez voir plusieurs acteurs, parce que l'accompagnement, c'est aussi une affaire de personnes. C'est ce qu'on l'a évoqué par la suite. Votre expert comptable va vous suivre tout au long de votre projet d'entreprise. Donc c'est une étape qui est assez importante au niveau du choix de votre partenaire. Donc allez voir peut-être plusieurs cabinets d'expertise comptable. Faites des devis. Comparer, et aussi voilà, la relation que vous allez avoir avec lui, c'est aussi une affaire humaine, donc c'est aussi un élément à prendre en compte dans l'accompagnement. N'hésitez pas à poser des questions sur les modalités d'accompagnement, quels outils vous sont proposés, est-ce que vous avez des outils en ligne, des outils qui vont faciliter la transmission des informations, et comparer des choses qui sont comparables, parce qu'effectivement c'est difficile au départ de comparer la tarification, j'entends bien, mais c'est pour ça qu'il faut aller voir peut-être plusieurs acteurs, ça c'est mon conseil, pour pouvoir se faire une idée déjà de la tarification et de l'accompagnement que l'on peut vous proposer. Oui, l'expert comptable, c'est vraiment le partenaire, et ça peut changer finalement aussi le destin d'une entreprise à un moment, et d'un entrepreneur. Ça, c'est effectivement primordial. Merci beaucoup, Célia. On peut vous retrouver également pendant ces 2 jours? Oui, tout à fait. Vous pouvez nous retrouver sur le pôle création d'entreprise. Pendant les 2 jours, on a un stand. Donc voilà, si vous avez des questions, je suis à votre disposition pour y répondre. Merci. Sidonie Bouvier. Nous allons poursuivre et achever ce parcours création d'entreprise de ce matin avec vous. Alors, Sidonie, vous allez nous parler de la micro-franchise pour une reconversion professionnelle réussie, et vous représentez Récré Anglais. Qu'est-ce que c'est tout ça? Bonjour, excusez-moi. Oui, je vais vous parler de la micro-franchise. C'est un projet indépendant auquel on ne pense pas forcément de prime abord, mais c'est un projet qui peut permettre en effet d'envisager une reconversion réussie. Et l'idée, c'est pouvoir se permettre de travailler à son rythme et peut-être aussi arriver à donner du sens à sa vie. Donc je vais vous parler de ça. Qu'est-ce que c'est la micro-franchise? Alors, je vais vous expliquer tout ça. Donc j'ai moi-même créé ma propre activité, j'ai moi-même créé ma propre franchise, micro-franchise, Récré Anglais, l'anglais en s'amusant, qui est un concept de bain linguistique pour les enfants de 3 à 11 ans. L'idée étant de proposer en lunchtime ou en tea time pour le goûter, pour le déjeuner, des bains linguistiques aux enfants, avec la possibilité d'aller récupérer ces enfants à l'école. Donc je vais vous parler de tout ça. En tant que femme, moi j'ai eu besoin de retrouver un équilibre de vie, mais je pense que toutes les femmes se retrouvent dans ce projet-là. On a envie de reprendre le contrôle de sa vie, on a envie de donner du sens à sa vie, on a envie de travailler à son rythme,
on a envie de consacrer plus de temps à notre vie personnelle et à notre vie de famille. En règle générale, on a besoin de s'épanouir. Et puis on a tout à un moment ou un autre cette espèce de prise de conscience. Et l'idée, c'est vraiment de trouver une vie professionnelle qui soit riche, qui soit épanouissante, et vraiment arriver à concilier toutes ces vies multiples qu'on peut avoir en tant que femme. La micro-franchise, clairement, peut être un projet qui peut nous permettre d'y arriver. Je vais vous parler de la micro-franchise Récré Anglais, mais en règle générale, la micro-franchise peut être une solution parce que tout simplement, c'est un projet qui va être clé en main. C'est un projet qui a fait ses preuves et qui va vous permettre plus rapidement de vous lancer et de le faire de façon plus sereine. Donc pour ma part, j'ai aujourd'hui 43 ans, mais en 2010, j'étais une jeune maman, j'avais 2 enfants. 34 ans, ça faisait 10 ans que je travaillais à l'international, je mettais en place des réseaux de distribution au Canada et aux États-Unis, j'étais pas très présente. Et à la naissance de mon premier fils, je me suis rendu compte que je me posais plein de questions. J'avais l'impression que mon travail n'avait plus trop de sens, je savais plus trop pourquoi je me levais le matin, ça me passionnait plus trop. Et puis je pense que tout simplement, en devenant mère, j'ai eu envie d'autre chose, j'ai envie de trouver un métier, une vie qui me permette d'allier justement ma vie professionnelle et personnelle. Et clairement, j'ai eu l'impression que mes priorités avaient totalement changé. Donc j'ai eu envie d'autre chose. Mais comment le faire? Comment reprendre le contrôle de cette vie? Comment donner du sens? J'avais clairement envie de gagner en autonomie, j'avais envie de travailler à mon rythme, de m'épanouir, de remettre plus d'humain dans mon quotidien, parce que j'avais plus trop l'impression que ce soit le cas. Puis j'avais clairement envie de profiter de ma vie et de mes enfants, parce que certes, on est toutes des femmes professionnelles avec des carrières, mais quand on a des enfants, il faut souvent faire un choix qui est difficile, qui est voire quasi impossible. Et moi, j'avais aussi envie de profiter de ma vie et de mes enfants. Et à ce moment-là, j'ai donc l'idée de la création d'entreprise qui a commencé à germer, et j'ai commencé à réfléchir à tout ça. Clairement, j'ai commencé à faire un bilan de compétences, et puis j'ai commencé à vraiment rêver ma vie, et à essayer de réfléchir à ce qui était important pour moi. Et clairement, j'avais la chance d'être anglophone, l'anglais est ma langue maternelle. Et je me suis un peu écoutée, et puis j'ai essayé aussi de chercher un projet qui puisse, moi, me permettre de proposer quelque chose d'intéressant, quelque chose qui donne du sens à ma vie aussi. J'avais conscience que l'anglais était très mal transmis à l'école, et puis j'avais envie d'un projet indépendant, clairement. Donc j'ai décidé à ce moment-là de créer mon activité. Et pour ce faire, j'ai tout simplement repris mes études, parce que certes j'étais anglophone, mais clairement je savais pas comment enseigner l'anglais. Donc j'ai fait un master en sciences de l'éducation. L'idée, c'était de trouver une méthode qui puisse me permettre d'apprendre l'anglais aux enfants. Puis clairement aussi, je me suis entourée. Je pense que ça fait partie des points très importants. Je pense qu'on l'a tout évoqué aujourd'hui, mais ça fait partie des choses très importantes. Mais en tout cas, j'ai aussi fait des études de marché, pour m'assurer que, c'est ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au financement, mais pour vraiment trouver un projet qui corresponde aux besoins du marché, un projet qui soit réaliste aussi. Et l'idée, c'était vraiment de trouver un concept qui soit différenciant pour me lancer. Et puis à ce moment-là, j'ai défini mon projet. Donc l'idée, c'était de vraiment avoir un projet qui soit global. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai cherché une méthodologie, donc c'est ce que j'ai fait lors de mes études, mais vraiment une méthodologie qui soit différenciante, une méthodologie qui soit adaptée. Clairement, aujourd'hui, on apprend aux enfants à parler l'anglais trop tard, tardivement. On est censé le faire dans les écoles maternelles et primaires, c'est très peu fait. Et puis quand c'est fait, c'est pas forcément super bien fait. C'est pas forcément la faute de l'éducation nationale, mais en tout cas, c'est la réalité. On sait, petit détail, mais on sait qu'au niveau de l'apprentissage des langues, tout se fait avant l'âge de 11 ans. Et nous, clairement, on le fait à partir de l'âge de 11 ans. Et qu'il faut le faire par l'oral, nous on le fait par l'écrit. Donc voilà, pour moi, c'était une évidence. Quand j'ai repris mes études, je suis tombée sur une méthodologie qui s'appelle The Activity Based Approach, qui est une méthodologie qui est vraiment basée sur le chant, le jeu, le plaisir d'apprendre naturellement une langue, comme on le fait pour sa propre langue maternelle. Donc pour moi, il était évident qu'il me fallait trouver une méthodologie, donc c'est ce que j'ai fait. Je suis partie en tout cas sur cette méthodologie pour envisager mon projet. Et puis, je l'ai aussi évoqué, mais il me fallait un concept novateur, un concept différenciant.
Et c'est à ce moment-là que l'idée de notion de service de proximité m'est venue. Et l'idée, c'était de vraiment répondre à la problématique des parents. Clairement, un parent va être au travail de 8h30 à 18h30. En tout cas, il ne sera pas disponible pour ses enfants à ce moment-là. Et donc moi, je voulais vraiment proposer un service qui permette à tous ces parents de pouvoir proposer une activité en temps masqué, pour qu'ils puissent envisager proposer de l'anglais et des activités à leurs enfants, même s'ils n'étaient pas capables de pouvoir les amener à ces activités. Et puis, dernière chose, non négligeable, le business model. Alors, j'ai eu la chance de lancer mon projet quand j'avais 34 ans, j'avais mes 2 enfants en bas âge, donc j'avais une idée claire et précise de ce que je voulais. J'ai eu la chance, en tout cas, de pouvoir le définir. Et puis, quand on se lance à son compte et qu'on crée son activité, c'est une chance. C'est qu'on a aussi la possibilité d'envisager de travailler à son rythme, comme on l'entend. Et donc, moi, j'ai essayé de tirer parti de tous les meilleurs statuts. J'étais un peu opportuniste, mais en tout cas, je me suis permis de le faire à ce moment-là. Moi, je voulais pas travailler pendant les vacances scolaires, je voulais pas travailler le mercredi, je voulais pas travailler le vendredi non plus, parce que j'avais des enfants en bas âge. Et j'ai essayé de créer un business model qui me permette cependant de pouvoir vivre de cette activité, mais en aménageant mon rythme de travail. Et c'est ce que j'ai fait. Donc aujourd'hui, la micro-franchise, pardon, je parlerai de micro-entreprise plus tard, mais la micro-franchise Récré Anglais nous permet de vraiment pouvoir aménager notre rythme de travail en tenant compte de ce fameux business model que j'ai mis en place il y a 10 ans et que toutes les micro-franchises Récré Anglais utilisent encore aujourd'hui. Donc on travaille 30 semaines par an, donc on a une rémunération qui est lissée sur 12 mois, qui est fixe et c'est assez rassurant aussi et valorisant parce qu'on a une vraie rémunération. Donc moi-même, j'ai créé en 2010 ma première mini-school à Coublevis. Alors Coublevis, c'est pas du tout dans la région, on est dans la région grenobloise, près de Voiron exactement, dans un petit village de 5000 habitants. Et donc à ce moment-là, comme vous avez compris, j'ai créé mon concept, ma méthodo. J'ai aussi créé tous mes programmes parce qu'il n'y avait rien qui existait sur le marché à ce moment-là. Et j'ai testé mon marché. Donc j'ai lancé cette première mini-school sans certitude, en ayant fait bien entendu des études de marché, en essayant de prendre step by step tout ce qui était important de faire dans la création d'entreprise. Mais voilà, j'ai testé mon marché pendant 4 ans et très très rapidement j'ai été victime de mon succès. Et donc j'ai des amis qui m'entouraient, qui m'ont dit mais moi aussi je veux faire pareil que toi, est-ce que je pourrais te rejoindre? Et je me suis dit bah pourquoi pas. Finalement tout ce que je suis en train de mettre en place, certes ça me permet de pouvoir avoir ma propre mini-school, mais pourquoi pas le proposer à d'autres personnes qui finalement auraient des profils similaires. Donc en 2014, j'ai 2 amis qui ont lancé leur propre mini-school. Je les ai accompagnés. Donc là, sous le format franchise, enfin mini-franchise. Alors exactement. Alors elles étaient Vous totalement... avez créé la franchise à partir de là, de votre elle est concept venue juste après. En fait, l'idée c'était de vérifier avec ces personnes-là aussi que ça puisse fonctionner. Donc je leur ai fait toute la transmission de savoir-faire, je leur ai partagé mes programmes, je leur ai expliqué ce qu'il fallait faire, comment il fallait le faire. C'était assez embryonnaire comme projet au départ, mais voilà, oui, le concept est venu à ce moment-là. Par contre, en 2015, j'ai créé ma SAS et l'idée, c'était de proposer une micro-franchise. Alors, micro-franchise, tout simplement, parce que nous, on est sur de la micro-entreprise qui correspond réellement aux besoins de notre activité réellement. Comme vous avez pu l'évoquer, on s'est posé toutes ces questions-là, on s'est rapproché de cabinets d'experts comptables, de cabinets juridiques pour s'en assurer, mais oui, voilà. Donc, c'est à ce moment-là, en 2015, que j'ai créé la micro-franchise Récré Anglais. Et alors, quelle est la différence entre la micro-franchise et la franchise, avec une petite définition de la franchise aussi pour qu'on puisse savoir ce que c'est? Je vais y venir juste après, mais l'idée de franchise, c'est de partir avec un projet qui soit rassurant, qui vous permette de pouvoir envisager clairement un projet en étant accompagné, en n'étant pas seul, et en s'appuyant sur un projet qui ait fait ses preuves. Moi, je vais vous parler plus spécifiquement de la micro-franchise Récré Anglais, mais oui, dans l'idée, c'est de ne pas partir seul. Et moi, dans l'idée, c'était de pouvoir proposer mon projet, pouvoir permettre à d'autres personnes qui aient des profils similaires de pouvoir se lancer, mais de façon sereine et concrète dans ce projet-là et de façon plus rapide. Pourquoi la micro-franchise? Et je vais revenir là-dessus juste après. En 2 minutes. Ouais, je vais être rapide. L'idée de la micro-franchise Récré Anglais, c'est vraiment donc de permettre à d'autres femmes qui auraient des profils similaires, donc qui parlent anglais, qui ont envie de transmettre un certain savoir-faire aux enfants, mais de le faire en limitant les risques financiers, de le faire
pour gagner aussi une rémunération motivante, et ce, dès le lancement d'activité. On va être très clair. La franchise, ça a un coût avec un droit d'entrée qui est assez élevé. Si je vous compare ça avec des écoles existantes qui sont pas forcément nos concurrents, mais par exemple les petits bilingues ou les graines de polyglotte qui proposent des cours d'anglais en s'amusant aux enfants, c'est un droit d'entrée d'environ 30 à 50 000 euros. Nous, on a un coût qui est vraiment réduit, qui est plus de l'ordre de 1 800 euros. Donc ça n'a rien à voir. Mais parce qu'on est aussi sur de la micro-entreprise. L'idée, c'est de se lancer sereinement et rapidement, à travailler à son rythme, comme vous avez pu l'entendre. Clairement, quand vous vous lancez dans un projet de franchise, le business plan, il est sur 3 ans. Nous, on sait que dès la première année, on va gagner sa vie. Voilà la différence, la grosse différence. Donc l'idée, c'est de pouvoir se lancer sereinement, travailler à son rythme, de bénéficier des vacances scolaires si on le souhaite. En tout cas, le business model est appuyé là-dessus. De trouver ce fameux équilibre de vie, un concept aussi qui a fait ses preuves, clairement. Donc nous, ça fait 10 ans qu'on existe. On connaît le marché, on sait exactement ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, à quel moment il faut le faire. Et puis, bien entendu, s'appuyer sur notre notoriété, notre visibilité et bien entendu notre image de marque. Et puis, bien entendu, sur le réseau. L'intérêt de la micro-franchise Récré Anglais, c'est de pouvoir bénéficier, comme vous le disiez tout à l'heure, d'un véritable accompagnement. D'un accompagnement tout au long de son activité, mais aussi et surtout en lancement d'activité. C'est-à-dire que de le faire seul, c'est toujours plus compliqué. D'être accompagné, c'est beaucoup mieux. D'être accompagné d'un vrai réseau de professionnels, c'est hyper important. Nous, on s'est appuyé sur des spécialistes dans tous les domaines d'activité, que ce soit au niveau juridique, administratif, logistique et bien entendu au niveau de l'enseignement. Donc c'est un accompagnement qui est très global et qui est sur le long terme, en lancement d'activité et sur le long terme. Et puis bien entendu aussi, on met à disposition tout notre savoir-faire. Donc on a créé un vrai programme qui va permettre de suivre les enfants sur 10 années, qui va permettre à toutes nos mini-schools et à nos formatrices Récré Anglais, puisqu'on a 99% des femmes, de pouvoir se lancer même si on n'est pas enseignant à la base. Alors bien sûr qu'il faut parler anglais couramment, c'est une obligation, mais on permet à des femmes de pouvoir aussi devenir formatrices Récré Anglais en s'appuyant sur un véritable outil qui permet aussi de pouvoir créer et animer ses cours. L'idée aussi, on est devenu organisme de formation entre-temps, mais c'est de former aussi toutes ces personnes pour pouvoir devenir formateur Récré Anglais. Et puis aussi envisager le projet dans sa globalité. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est hyper important d'avoir un projet global. Donc nous, on va vous former et vous accompagner à tous les niveaux, sur la création d'entreprise, sur la gestion d'entreprise, sur tous les aspects contractuels, juridiques, enfin tous les aspects dont on va avoir besoin tout au long de son activité. Et puis clairement aussi, on va vous former pour devenir Récré Anglais English Teacher, parce que ça s'apprend aussi et que devenir formateur d'anglais, c'est un métier à part entière et quel que soit son profil, on peut l'envisager. Mais voilà, donc on a une formation globale. Puis bien entendu, c'est bénéficier de tout le soutien de nos spécialistes et puis de notre réseau. Aujourd'hui, on a 42 mini-schools. Qui sont un peu partout en France. On réseaute un peu partout en France, alors principalement dans la région Rhône-Alpes aujourd'hui. On est 25 dans la région Rhône-Alpes, mais un peu partout en France aussi. Et on a Leslie que vous pourrez rencontrer sur notre stand, qui est aussi dans le sud-ouest, qui est notre représentante dans la région. Mais voilà, c'est un projet qui est très global et qui nous permet d'envisager de pouvoir se lancer sereinement et rapidement. Avec une idée clé en main. Avec une idée de clé en main, oui, c'est un service clé en main. Donc clairement, je vais finir là-dessus, que vous ayez 30, que vous ayez 40, que vous ayez 50 ans ou plus, quel que soit votre profil, votre parcours, vous pouvez vous reconvertir, vous pouvez reprendre le contrôle de votre vie et je vous en supplie, croyez en vous. Je pense que tout est possible, mais c'est aussi une question de vouloir et de confiance en soi. Certes, on a besoin de s'entourer pour pouvoir le faire, mais c'est vraiment aussi une volonté de sa part. Autorisez-vous à être une femme indépendante et épanouie, donnez du sens à votre vie, ça vaut le coup. Sidonie, si on veut vous poser des questions sur la micro-franchise, on peut vous retrouver aussi pendant ces 2 jours. Oui, tout à fait. Je suis au pôle création d'entreprise pendant les 2 jours. Et voir concrètement avec lui comment ça se passe, à quoi ça correspond. La franchise et encore plus la micro-franchise, c'est souvent ce que l'on connaît le moins dans la création d'entreprise. Or, effectivement, c'est souvent une grande solution pour se lancer, démarrer et se tester en tant qu'entrepreneur dans cette nouvelle posture et cette nouvelle vie. Oui, tout à fait. Je vous remercie. Mais tout à fait, vous pouvez nous rejoindre sur le stand. Mais c'est un beau projet et c'est un projet dans lequel on peut se lancer en minimisant les risques, si je peux me permettre.
mettre. Et les coûts aussi. En plus. Et les coûts, bien entendu. Merci infiniment à toutes les 5. Merci d'avoir aussi joliment et très techniquement et d'avoir aussi bien transmis voilà, toutes vos connaissances, tous vos savoirs, vos témoignages pour ouvrir ces 2 jours de salon. On vous retrouve tout au long de ces 2 jours. Merci encore et bravo à vous.